Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre 19h. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 11 janvier. Le Yacht Club de Monaco poursuit sa volonté de se positionner comme un acteur de référence pour un yachting responsable et durable. Pour en parler, alors que 2024 célébrera les 10 ans de création de son nouveau clubhouse, nous recevrons dans quelques instants Bernard d'Alessandri, son directeur général. Le festival Cinéma for Change présente des courts-métrages du monde entier qui abordent des problématiques liées au développement durable. Dans le cadre du prix des enfants du festival, des centaines d'élèves de Monaco ont choisi leurs favoris au Théâtre des Variétés. Reportage à suivre. En 2024, la préoccupation numéro 1 des acteurs des médias sera l'exactitude de l'information, le développement des fake news représentant un vrai risque à la capacité de tout à chacun de s'informer. Pour nous en parler, Dov Alphon du journal Libération sera notre invité. Et pour finir, nous vous ferons découvrir sur Monaco Info la pièce de théâtre Les 5 anneaux perdus. Destinée aux enfants, cette histoire proposée au Théâtre des Muses tombe à pic à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024. Hier soir, le prince Albert II et de nombreux membres du gouvernement se sont rendus à la nouvelle exposition du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Elle s'intitule Un prince, un musée et célèbre l'héritage visionnaire du prince Régnier III, lui qui a établi ce musée dans l'enceinte du jardin exotique en 1959. L'occasion de découvrir les nombreuses fouilles menées sous son règne, toujours dans la volonté de préserver les vestiges de l'humanité de la principauté, ainsi que les dons inédits qu'il a réalisé avec la princesse Grace en ce sens. À savoir que vous pourrez retrouver demain dans ce journal un reportage complet sur cette exposition inédite. Après avoir fêté les 70 ans du Yacht Club de Monaco l'année dernière, les festivités se poursuivent en 2024 avec la commémoration des 10 ans du nouveau clubhouse. Sport de haut niveau, environnement, grande plaisance et patrimoine maritime seront ainsi mis à l'honneur tout au long de cette nouvelle année anniversaire. Pour nous en parler ce soir, nous recevons le directeur général du Yacht Club, Monsieur Bernard d'Alessandri. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous allez donc célébrer cette année les 10 années d'existence du clubhouse, un bâtiment incroyable dont l'architecture est signée Lord Foster. Cet édifice fait aujourd'hui, c'est vrai, incontestablement partie du paysage de la principauté, on peut le dire. Oui, effectivement. Je pense que c'est même devenu un bâtiment iconique de Monaco. Et on peut encore à nouveau féliciter l'architecte qui a fait un travail remarquable et puis toute l'équipe qui a permis de réaliser ce bâtiment qui est à la fois emblématique de la principauté, qui représente tout l'engagement de Monaco vers la mer et le yachting, l'importance que la principauté attache à l'éducation aussi, et puis au yachting dans son ensemble. Cette année encore, votre calendrier, on va le voir, est très chargé, surtout à la hauteur de l'ambition Monaco Capital of Advanced Yachting, afin de positionner la principauté comme un pôle d'excellence en 2024. C'est vraiment votre continuité. Alors écoutez, on suit l'engagement général de la principauté et dans notre domaine qui est le yachting et la mer, on essaye d'accompagner les décisions de notre souverain, notre président et du souverain. Et puis aussi de contribuer en quelque sorte à la décarbonisation de ce yachting. Il faut que ce yachting évolue. Comme les autres secteurs d'activité, on doit s'adapter rapidement puisqu'on a des engagements sur la baisse d'émissions de CO2, et sur les autres gaz et sur bien d'autres choses. Donc on est un des acteurs de la transition énergétique de la principauté, mais notre domaine est plus le domaine du yachting. Donc quand on peut accompagner ou présenter de nouvelles solutions pour justement cette transformation et pour que le yachting continue à exister comme il est aujourd'hui, aussi fort et aussi représentatif qu'il est aujourd'hui, il faut qu'il évolue bien évidemment. Vous mettez, c'est vrai, au quotidien en œuvre tous les outils pour que le yachting soit plus vert. Pour y parvenir, je pense forcément à la Monaco Ocean Week avec l'environnement toujours placé au cœur des débats. Ça fait partie des moments phares de votre calendrier. Effectivement, avec la Fondation Albert II, on travaille en étroite collaboration et on est soutenu dans nos projets par la Fondation et nous accompagne aussi bien techniquement qu'en termes d'image et on est très heureux de cette collaboration.
De nombreux autres rendez-vous vont se tenir tout au long de cette année 2024 au Yacht Club de Monaco. Je pense notamment aux rendez-vous sportifs. Est-ce que vous pouvez en évoquer certains pour nous ce soir ? Oui, bien évidemment. Bon, l'année, je me permettrai de faire un tout petit retour sur l'année 2023, qui a été une année exceptionnelle pour le club, puisque avec un palmarès parmi nos membres assez exceptionnel. J'espère qu'on va continuer et faire quelque chose d'aussi bien pour les années 2024. En tous les cas, on a des objectifs, des vues sur une éventuelle sélection aux Jeux Olympiques de Paris, donc de Marseille, puisque la voile se fera à Marseille. Et puis beaucoup d'autres ambitions aussi pour les jeunes équipes. Peut-être une reprise de la MSA, qui est Monaco Sport Academy, parce qu'on s'est aperçu que il n'y avait pas que l'aspect technique dans la voile, il y avait aussi tout ce qui accompagnait nos coureurs sur lesquels il fallait travailler. Et puis des manifestations importantes qui auront lieu tout au long de l'année. La première étant celle que l'on vit aujourd'hui, là, actuellement, la MOTR, et qui, je dois dire, est un rendez-vous quasiment unique au monde, de par la qualité des participants, par le nombre d'équipes, et puis par la forme aussi de cette régate qui transforme la voile d'un sport individuel en sport collectif. Et c'est très positif et très pédagogique pour nos jeunes coureurs. De votre côté, cela fait de nombreuses années que vous êtes à la tête du Yacht Club de Monaco. Quel regard, ça sera ma dernière question, portez-vous sur sa belle évolution ? Écoutez, on regarde avec plaisir et un peu de fierté du chemin et de l'évolution que l'on a fait. Et puis on a résolument tourné vers l'avenir et pour faire des choses aussi importantes et aussi intéressantes pour le yachting, pour les jeunes surtout. On a adapté depuis quelque temps, on a une section spéciale pour les personnes qui subissent un handicap. Et puis on a bien d'autres domaines, mais l'année 2024, j'espère, sera aussi fructueuse et aussi importante que l'année 2023. Merci beaucoup à vous, Bernard d'Alessandri, d'avoir été présent sur Monaco Info pour aborder donc les grands rendez-vous du Yacht Club en 2024. Mais c'est moi qui vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et justement, parmi les grands événements de l'année pour le Yacht Club, la Monaco Optimist Team Race se déroule en ce moment même dans le pays. L'élite du Team Racing s'est ainsi donné rendez-vous dès ce matin pour 4 journées de compétition intense. Christine Datomel et Lionel Bernardi étaient sur place. Reportage. Âgés de moins de 14 ans, les concurrents répartis en 18 équipes de 4 régatiers se sont affrontés à armes égales sur le plan d'eau monégasque ce jeudi. Organisé par le Yacht Club de Monaco, le Monaco Optimist Team Race s'impose désormais comme une référence mondiale pour les jeunes coureurs internationaux qui concouraient pour remporter bien sûr le maximum de rencontres afin d'afficher son équipe en haut du tableau, un objectif commun à tous les compétiteurs. Quelques heures avant la course, la team monégasque, quant à elle, nous confiait compter sur son esprit de cohésion pour se démarquer. Ils ont entre 2 et 3 ans d'écart d'âge, mais ils s'entendent quand même super bien et ils sont prêts à faire les efforts les uns pour les autres. Donc ça, c'est vraiment une qualité primordiale. On a fait un clinique avant la régate et on a fait des autres régates d'entraînement à Berlin et à Barcelone et on s'est entraîné beaucoup dans les derniers entraînements avec toute l'équipe. Et on a fait des exercices exprès pour se préparer. 2 de mon équipe sont débutants, donc eux c'est plutôt de la découverte et continuent à les former en vue de l'européen qu'on organise au mois d'octobre 2024. Et deuxièmement, c'est de performer au maximum, sûrement dans le top 10. Une épreuve de match race mettant donc en avant les qualités techniques, tactiques et l'esprit de solidarité. Inspiré de l'America's Cup, le match racing est un sport à part entière et c'est ce format qu'a adopté la Monaco Optimist Team Race. Des équipes de 4 de chaque nation s'affrontent avec toutes les autres équipes dans des séries éliminatoires à la ronde, à l'issue desquelles les meilleurs accèdent aux quarts puis aux demi-finales avant la grande finale qui aura lieu cette année ce dimanche.
Le patineur artistique qui représente la principauté, Davide Littenbrain, vient de se qualifier pour le programme libre des championnats d'Europe de patinage. Ces derniers se déroulent en ce moment même à Kaunas, en Lituanie. Alors que Davide a changé d'entraîneur il y a 5 mois, il fait partie des 24 qualifiés pour la suite de la compétition après le programme court. À noter qu'il a réalisé lors de sa performance un triple axel. Et pour info, c'est le tout premier patineur de Monaco à réaliser une telle figure. Pour suivre la suite de ces championnats d'Europe, rendez-vous ce vendredi dès 18h15 avec le programme libre. Dans le cadre du prix des enfants du festival Cinema for Change, plus de 500 élèves de Monaco ont voté en qualité de membres du jury pour leur court-métrage favori au Théâtre des Variétés. L'opération s'inscrit dans une démarche engagée, comme vous l'explique Vanessa Dessy, sur des images d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Sensibiliser le public et plus particulièrement les enfants aux questions de solidarité à travers le monde, c'est justement l'objectif du festival Cinema for Change. L'événement rassemble plus de 1300 jeunes réalisateurs venus de 40 pays différents. L'idée étant de mettre en valeur le travail de ces nouveaux talents en les invitant à partager leur vision du monde. Et c'est autour de la campagne des objectifs de développement durable de l'ONU que le festival s'articule. C'est un festival qui est structuré autour de 2 actions. La première, donc, c'est un festival comme tous les festivals. Ça se passe à Paris, au Grand Rex, fin juin. Pendant une semaine, il va y avoir 12 longs métrages qui sont diffusés. Et puis à côté, on a ce qu'on appelle les prix jeunesse. Donc c'est un peu aussi une particularité du festival. C'est quelque chose qui se passe avant le festival, pendant presque 10 mois, c'est toute une organisation où la compétition court-métrage va être visionnée par des élèves dans des établissements scolaires. On est présent dans 19 pays, il y a plus de 16 000 élèves et les jurys sont les élèves. La direction de la coopération internationale a souhaité associer les élèves de la principauté au festival Cinema for Change. Lors des projections, les plus de 550 élèves ont voté pour leur film préféré. À leur retour en classe, les élèves devront rédiger un commentaire afin de justifier leur choix. Nous faisons sur plusieurs jours des interventions dans le milieu scolaire pour présenter ce festival, pour expliquer aux élèves ce qu'ils vont devoir faire. Et ensuite aussi, on leur fait une petite explication sur les objectifs de développement durable, la solidarité internationale et ce que fait le gouvernement dans ce domaine. Le gouvernement de Monaco soutient depuis le tout début ce festival et nous faisons justement participer les jeunes de Monaco, mais également les jeunes de nos pays d'intervention. Nous faisons aussi intervenir les étudiants de Sciences Po. Nous avons un partenariat avec Sciences Po Menton. La remise des prix du festival Cinema for Change se tiendra le 29 juin prochain à Paris. Allez, nous restons au théâtre, mais nous prenons cette fois-ci la direction du Théâtre des Muses où le Monaco Press Club a organisé une conférence hier soir avec un spécialiste du crime organisé. Jean-Michel Verne est un journaliste indépendant basé à Marseille. Il co-dirige depuis 2021 une session de formation à l'École nationale de la magistrature. L'arrière-petit-fils de Jules Verne est aussi l'auteur de plusieurs livres comme par exemple Juge en Corse ou encore Les nouveaux mystères de Marseille. Son dernier ouvrage donne quant à lui la parole à 11 magistrats, son titre procureur en France. On l'écoute tout de suite au micro de Fabien Bonilla. Les magistrats, ils se racontent, ils expliquent comment ils en sont arrivés à devenir magistrats. Ils racontent les grandes affaires qu'ils ont traitées. Je pense particulièrement à Dithline Baudouin, qui nous raconte l'affaire Lelandais. Comment elle a géré seule pendant une semaine dans son petit palais de justice cette affaire médiatique incroyable. Voilà, on a plein d'exemples comme ça, ou des affaires, différentes, comme l'affaire Chirac, l'affaire Juppé, Richard Dieu, on a un qui avait tué tout le conseil municipal de Nanterre. Enfin, je veux dire, c'est des moments forts. Ils parlent de ces moments-là, de leur travail, de l'évolution de leur travail, puis ils se projettent sur l'avenir. Et effectivement, ils font part de leurs inquiétudes et puis parfois d'une certaine lassitude. Procureur en France, 11 magistrats sortent du silence aux éditions Robert Laffont.
Ce soir, une nouvelle conférence se tiendra dans le cadre des rencontres philosophiques au Théâtre Princesse Grace. Son titre, S'informer, et parmi les invités, Dov Alphon, le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération. Il est présent avec nous sur Monaco Info pour nous parler justement des enjeux de l'information en 2024. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'heure où l'on trouve de l'information un peu partout, y compris là où l'on n'en cherche pas forcément, il semble essentiel de recentrer les débats sur cette question. Comment s'informer, ou plutôt comment bien s'informer en 2024 ? Oui, on a un vrai sujet qui est qu'est-ce qu'aujourd'hui des sources d'information ? Et pour un pourcentage étonnamment élevé de personnes, de tout âge, pas seulement les jeunes, s'informer, ce n'est pas forcément ce qui était les bases de l'information solide il y a quelques années encore. Donc la presse écrite, la radio et les chaînes de télévision. Alors qu'est-ce que s'informer ? Très souvent, c'est une sorte de chambre à écho formée par nos réseaux sociaux, donc nos amis ou des gens avec lesquels nous avons des affinités. Et donc nous avons des informations qui nous plaisent ou bien qui nous mettent en colère. Ça dépend du réseau social. Ce n'est pas ce que j'appellerais de l'information. Alors justement, par rapport aux réseaux sociaux, les fake news ont pris un essor terrible. Quelles solutions avons-nous face à ce fléau pour les contrer, ces fake news ? Nous en avons de deux sortes. D'abord ad hoc, c'est-à-dire quand il y a une fake news. Par exemple, le journal Libération a fondé en fait le fact-checking avec un service qui s'appelle Check News, mais tous les médias presque en ont. Et donc, il faut directement dire non, cette vidéo n'a pas été tournée au tremblement de terre turquie. Non, c'est faux, ce n'est pas ce soldat-là, ce n'est pas ce que vous avez vu. Et on reprend la source de la vidéo, la source de la fake, et on la démontre. Mais dans une démarche plutôt stratégique, il va falloir tout simplement ajouter la véracité des informations au programme d'éducation nationale. Il faut à l'école déjà, et certainement au lycée, enseigner des petits trucs et des grands trucs, comment déceler des fausses informations. Ça va devenir extrêmement important. On parle beaucoup, c'est vrai, de la jeunesse. Je pense qu'il y a une partie de cette jeunesse qui n'a pas ou plus vraiment l'envie de s'informer. Comment aussi, de votre côté, à l'échelle de la population, redonner un petit peu le goût de l'information à cette jeunesse ? Nous avons tous envie de nous informer sur des choses qui nous passionnent. Ça ne change pas et ça ne changera jamais. Et donc, si la jeunesse est intéressée par de nouveaux mangas, il faut déjà commencer à s'informer sur ce qui sort en manga. Et après, si ça commence à devenir l'écologie, par exemple, qui est une thématique extrêmement importante pour nos jeunes lecteurs, plus importante que la politique, plus importante que les guerres, il faut leur donner le goût de l'information en écologie, donc les nouvelles recherches, les nouvelles décisions. Et petit à petit, ils recevront par ce biais des informations d'autres thématiques et d'autres sujets. Je crois que la passion nous gouverne. D'autant que c'est vrai, les jeunes et la population française monégasque, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais le droit à l'information est primordial quand on pense à certains régimes politiques peut-être autoritaires où, dans ces cas-là, les gens n'ont clairement pas accès à cette information. Ils ont au contraire le droit et le devoir d'une seule information, celle du pouvoir en place. Et je pense que plus tôt on comprend la chance que nous avons de vivre dans des États démocratiques, et plus tôt on commencera à apprécier l'information libre, même si elle nous met en colère quelquefois. Alors c'est vrai qu'en France et plus généralement en Europe, certains déclarent aussi avoir perdu confiance vis-à-vis de certains organes d'information. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes au cœur de la machine médiatique ? Beaucoup d'institutions ont perdu de leur autorité et la confiance dans les politiques, par exemple, a chuté énormément, bien plus que la confiance en des journalistes, mais aussi la confiance en la science. Ce que disent les médecins est moins considéré aujourd'hui que ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc nous devons plutôt adresser la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'une autorité scientifique et qu'est-ce que le besoin d'informer et le devoir d'informer. Et là, encore une fois, il faut reprendre les bases parce que je crois que dans un certain moment,
il est possible que les réseaux sociaux nous ont influencés aussi là-dessus. À dire non, les médecins disent n'importe quoi. Le Covid étant passé par là, ce message est malheureusement passé chez beaucoup. Dernière question pour vous, Dov Alphon. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération. Alors l'information proposée dans un journal, c'est vrai, dépend de la ligne éditoriale de ce dernier. Et donc la même information ne sera pas traitée de la même façon, on le sait, dans votre journal ou par exemple dans le Figaro. Doit-on, selon vous, multiplier les lectures de journaux pour avoir toutes les clés de cette fameuse information ? C'est ce qu'on fait dans beaucoup de journaux, dans beaucoup de pays, comme par exemple en Norvège. Chaque Norvégien lit en moyenne 3,2 journaux, alors qu'en France, on reste au-dessous de 1. Je pense que là, donc, il vaut mieux que chaque journal comprenne qu'il est là pour informer, pour cadrer, pour analyser, et nous ne sommes pas dans un militantisme. Et regagner la confiance des lecteurs, ça passe aussi par ça. Merci infiniment à vous, Dov Alphon, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler donc de la conférence intitulée S'informer, organisée, je le rappelle, dans le cadre des rencontres philosophiques à Monaco. Merci. À noter que le prochain rendez-vous pour les rencontres philosophiques sera le mercredi 13 mars avec cette problématique, la charge mentale, le fardeau invisible des mères. La programmation du Théâtre des Muses se poursuit en ce début d'année avec cette fois-ci un spectacle dédié aux enfants. Les 5 Anneaux perdus racontent une épopée pleine de vie, de rire et d'enseignement sur les valeurs du sport. Alors que les Jeux Olympiques, vous le savez, 2024 arrivent à grands pas. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Thomas Deus. Si elle brille, voyez-vous, c'est grâce aux rêves olympiques des enfants. Mais les enfants d'aujourd'hui courent rarement dans les champs, ne font plus de ricochet, jouent moins souvent aux billes. Ils préfèrent rester assis et regarder des écrans. Alors, cette lumière est en train de mourir. C'est l'aventure de 2 enfants en mission sur les 5 continents pour sauver l'idéal olympique. Charlie et Camille vont aller au bout du monde en se surpassant à la recherche des 5 Anneaux perdus. Un spectacle proposé tout en éclats de rire et en musique. C'est un spectacle qui est là pour faire découvrir aux enfants ou bien leur faire retrouver, parce qu'ils ont déjà des petites idées, qu'est-ce que c'est que les valeurs du sport. Sauveront-ils les valeurs universelles du sport, plaisir, persévérance, discipline, détermination et entraide? Le comité olympique de Monaco a souhaité tout naturellement s'associer au spectacle. L'excellence, l'amitié et le respect. Et on pourrait dire que c'est le programme d'une vie. L'avantage, c'est que le sport peut en être le vecteur. Et dans chacun de ces mots, on retrouve tout ce qui est important. La pièce est issue du célèbre Festival d'Avignon. Le jeu des comédiens est un véritable mouvement permanent entre réaction d'enfants puérils et véritable réflexion autour de certaines valeurs et prise de conscience. On a commencé d'ailleurs d'abord par plusieurs lectures, puis ensuite on est très vite passé au plateau et c'était beaucoup d'improvisation, beaucoup de recherche dans le corps, la voix, les petites blagues, les petits jeux, ça s'est fait au fur et à mesure. Tous les personnages, toutes les trouvailles techniques aussi, parce que le système de la boîte, c'était un système à penser qui n'était pas forcément hyper pratique. Et Marc Wolters, donc le metteur en scène et l'auteur du spectacle, a trouvé avec Simon Cornevin, le régisseur qui a fait la création lumière du spectacle. Ils ont trouvé ce système assez ingénieux d'anneaux qu'on va placer au fur et à mesure et on retrouve à chaque fois ces anneaux. Le spectacle Les 5 Anneaux perdus est à découvrir ce week-end au Théâtre des Muses. À découvrir également ce week-end et dans le cadre du 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo seront organisés le samedi 13 janvier une grande parade en ville partant de Fontvieille à 14h, suivie d'un spectacle, un open air circus show sur la place du Palais vers 14h45 cette fois-ci. Un contrôle d'accès du public avec vérification des sacs sera mis en œuvre à différents accès du site. À noter également la fermeture de l'accès à la place du Palais depuis la promenade Sainte-Barbe. Nous reviendrons largement sur ce bel événement dans notre édition du week-end. Vos prévisions météo avec Frédéric Elion juste avant de se quitter. Bonsoir Frédéric, l'embellie se confirme-t-elle vendredi ? Bonsoir Julia, en effet le ciel sera parfaitement dégagé vendredi. Un grand soleil et un faible vent
Conséquence, les températures vont remonter légèrement avec 7 degrés le matin et 13 l'après-midi, vendredi 12 janvier. Vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Tatiana. On vous en parlait en début de journal, le prince Albert II s'est rendu hier soir au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco pour découvrir l'exposition Un prince, un musée. À ses côtés, le ministre d'État Pierre Dartout et de nombreux autres membres du gouvernement. Frédéric Nébinger, l'un de nos photographes, était lui aussi sur place pour vous faire vivre cette visite en immersion totale. C'est la fin de ce journal. Merci comme toujours pour votre fidélité. Demain, vous pourrez retrouver Yannick Debever à la présentation de ce journal. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Monaco Info, évidemment.